Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va traiter une résolution de problème de mécanique qui s'intéresse à la fonte de la banquise. Donc c'est un sujet d'oral qui a été donné au concours CCINP en PSI en 2017 et la question était posée ainsi: montrer en quoi ce sont les glaciers qui sont responsables de la hausse du niveau de la mer et non la banquise. Donc ça va nous permettre en fait de revoir la méthodologie de la résolution de problèmes, hein. C'est un type d'exercice qui est de plus en plus courant à l'oral et qui est donc c'est à la fois intéressant de s'y entraîner pour préparer l'oral et en même temps ça fait aussi partie des exercices qui nous permettent de mieux comprendre la physique, de prendre du recul sur les concepts qu'on utilise d'habitude et donc on va s'y intéresser. Donc ça va être l'occasion de réexpliquer comment on aborde ce genre de sujet. Avant cela, la fonte de la banquise et surtout l'élévation du niveau de la mer et des océans, c'est un sujet important. Et donc on va voir que l'énoncé est un petit peu erroné, ce n'est pas uniquement la fonte des glaciers qui est responsable de la hausse du niveau de la mer, donc on va en parler rapidement, et pour entrer ensuite dans le vif du sujet. Alors en effet, hein, si on regarde le niveau de la mer, au cours du dernier siècle, on s'aperçoit qu'il est en augmentation continue. Vous avez ici donc l'ordonnée est en millimètres, et on voit, donc si on met un niveau de référence à 0 mm en l'an 2000 environ, on a une cinquantaine de millimètres qui ont déjà été gagnés depuis 2020. Alors, ça peut paraître peu ou insignifiant, mais il faut quand même avoir conscience que ça va créer un certain nombre de problèmes sur certains littoraux, et surtout que eh bien, il y a un certain nombre d'États insulaires, notamment en Océanie, qui pourraient devenir complètement recouverts, en tout cas inhabitables, et pour qui c'est un enjeu extrêmement important. Et d'autant plus que le GIEC a publié récemment, en fait, la prolongation de ces courbes. Donc on voit ici, on est en 2020, eh bien on voit que selon les quantités de gaz à effet de serre et donc de CO2 notamment qui seront émis dans les prochaines années, donc en fait le GIEC travaille sur plusieurs scénarios en fonction des politiques qui seront mises en œuvre. Eh bien selon un scénario de faible émission ou un scénario de grande émission, donc le SSP 1.2.6 ou le SSP 5.8.5, eh bien on voit que par le phénomène du réchauffement climatique, l'élévation sera nettement différente. Et donc c'est un enjeu majeur des années qui arrivent, et donc il faut comprendre. Donc le GIEC, pour faire ce genre de modélisation, doit comprendre exactement la physique qu'il y a derrière l'élévation du niveau de la mer, et c'est un petit peu ce que modestement, à notre échelle, on va essayer de faire. Alors, au passage, on s'aperçoit que les contributions, c'est-à-dire qu'est-ce qui est responsable de l'augmentation du niveau de la mer, il y a bien entendu la fonte des glaciers, mais on voit qu'il y a si vous regardez un petit peu au niveau de l'échelle de couleur, ici vous avez en fait la répartition des contributions. Donc vous avez ici dans cette couleur les glaciers, qu'on retrouve, la fonte des glaciers c'est responsable de cette fraction-là de l'élévation du niveau de la mer, mais vous avez aussi quelque chose de très important, c'est la dilatation de l'eau, c'est-à-dire que quand la température augmente, dû au réchauffement climatique, il y a un phénomène de dilatation de l'eau dans les océans qui se produit et qui va se traduire naturellement par une augmentation du niveau de la mer. Donc c'est les deux phénomènes principaux, il y en a quelques autres, c'est la fonte notamment des glaces antarctiques ou au niveau du Groenland, qui sont représentés ici, mais les deux principaux phénomènes, c'est la fonte des glaciers et la dilatation thermique dans les océans. Alors, la dilatation de l'eau dans les océans. Alors maintenant, ce qu'on veut montrer, la résolution de problème, c'est que la fonte de la banquise, en revanche, donc la banquise, ce sont de la glace qui flotte sur l'eau, comme on voit ici, la fonte de la banquise, elle, n'engendre pas d'une augmentation du niveau de la mer a priori. Alors on va essayer d'expliquer pourquoi. Et c'est le but de cette résolution de problème. Donc, essayez de mettre la vidéo sur pause et puis de chercher par vous-même. Essayez de faire l'exercice et puis on va le corriger tout de suite. Alors, voyons comment on aborde une résolution de problème. Alors déjà un rappel sur la résolution de problème. La résolution de problème, c'est une enquête qu'on mène en quelque sorte hein, pour répondre à la question. Je vais le mettre ici. Et ça va se dérouler en 4 étapes. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est partir tête baissée dans les calculs. Il faut d'abord s'approprier la situation. Donc c'est la phase 1, l'appropriation. Dans cette phase-là, on va pas encore chercher à résoudre le problème, on va faire un schéma. On va introduire des grandeurs à l'aide de symboles. Donc on va introduire des symboles. On va un petit peu, petit à petit, mathématiser le problème.
Donc ça, c'est par ça qu'on commence. Ça nous permet d'à partir d'une phrase un petit peu très courte, hein, qui est l'énoncé de la résolution de problème, de petit à petit rentrer dans le sujet, de mieux le cerner. La deuxième phase, une fois que l'appropriation est faite, c'est l'analyse. On commence à se demander, mais quelle est la stratégie, donc analyse ou stratégie, qu'on va pouvoir mettre en place pour résoudre. Alors, le problème, on va par exemple pouvoir faire des hypothèses, on va pouvoir penser à des lois physiques, qui pourraient être utiles pour la résolution. Alors, des fois, il y a des allers-retours en fait entre la phase 1 et la phase 2, c'est-à-dire que des fois on va compléter le schéma puisqu'on aura mieux analysé le problème, donc on fait des allers-retours entre la phase 1 et la phase 2. Une fois que ces deux phases sont bien avancées, on va maintenant passer au calcul, au déroulement des opérations, c'est la phase de réalisation. Et c'est ça, quand je vous disais, on ne commence pas par foncer tête baissée dans les calculs. Si quelqu'un qui commencerait foncer tête baissée dans les calculs, eh bien, il irait directement à la phase 3 de réalisation, et ça, en général, ça marche pas, parce que pour avoir déjà les bonnes idées, il faut avoir pris du temps sur la phase 1 et la phase 2. Et enfin, il y a la phase 4, qu'on oublie parfois, et que je la mets en gras parce que, justement pour pas l'oublier, c'est la validation, c'est-à-dire qu'il faut commenter le résultat qu'on obtient. Est-ce que ce qu'on obtient est plausible ou non? Il y a plusieurs manières de le faire. Par exemple, on peut commenter un ordre de grandeur numérique, si on en a trouvé un. On peut vérifier l'homogénéité d'un résultat. Ou on peut aussi vérifier l'influence des paramètres du résultat sur la grandeur que l'on cherche. Par exemple, si vous cherchez quelque chose qui dépend, et qu'à la fin ça dépend du temps, vous essayez de voir si c'est cohérent, que cette grandeur dépende du temps, et puis vous regardez si j'augmente le temps, est-ce que cette grandeur augmente, est-ce qu'elle diminue, bon, est-ce que tout ça, finalement, c'est cohérent avec mon intuition, avec ce que j'imaginais, et ça nous permet de valider le résultat. Alors allons-y. Est-ce que la fonte de la banquise est responsable d'une élévation du niveau de la mer? Alors déjà, eh bien, on va essayer de s'approprier le problème, on va considérer un schéma, donc on va se considérer un certain volume. Alors on fait un schéma simplifié bien sûr, et on va mettre de la glace. Alors, je mets ici sous forme cubique, hein, on s'intéresse toujours à des situations les plus simples possibles pour commencer. Et on a, imaginons, de la glace qui flotte dans l'eau. Et, à cause d'un échauffement, cette glace a fondu. Donc voilà la situation finale. Et donc, on va introduire des symboles, j'ai dit dans la phase d'appropriation, on a par exemple ici la hauteur, mais n'hésitons pas dans les symboles à mettre des petits indices, pour vraiment qu'on comprenne bien de quoi on parle. On a la hauteur initiale et la hauteur finale, et c'est finalement les deux paramètres essentiels de cet exercice, puisqu'on est en train de voir quelle va être la différence entre la hauteur finale et la hauteur initiale. Donc voilà ce qui peut être intéressant pour l'instant. Peut-être que la section de ici mon récipient peut être intéressante, donc c'est la même entre l'instant initial et l'instant final. Donc voilà ce que je peux introduire. Il est clair qu'ici on va avoir de l'eau sous forme glace, et ici de l'eau liquide. Alors, il est très probable que la masse volumique de la glace soit un paramètre important dans notre exercice, ainsi que la masse volumique de l'eau liquide. Donc la masse volumique de l'eau dans les deux étapes, puisque c'est quand même elle qui est responsable du fait que le glaçon flotte sur l'eau. On sent bien que ce sont des paramètres importants, donc je les introduis. Donc ça sera je ne l'écris pas, mais bon, si je vais l'écrire, masse volumique de la glace. Donc je définis les grandeurs que je vais utiliser dans la suite. Et ici, masse volumique de l'eau liquide. Bon, pour ma partie d'appropriation, je ne vois pas d'autre chose à introduire pour l'instant. Ah si, il y a peut-être quelque chose qu'il faut introduire, ce serait peut-être on comprend bien que la masse du glaçon va avoir un rôle. Pour l'instant, je n'introduis rien de plus. Je vous ai dit, la phase d'analyse et d'appropriation on peut faire des allers-retours entre les deux, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc maintenant, phase d'analyse. Comment allons-nous traiter ce problème? Qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu de ce problème? Alors, déjà, ici, on a un glaçon qui flotte sur l'eau, et si un glaçon flotte sur l'eau, c'est à cause de la poussée d'Archimède. Donc, il sera sûrement intéressant d'exprimer, je vais l'écrire, la poussée d'Archimède, qui s'exerce sur le glaçon, la poussée d'Archimède que je vais dessiner. Donc là, vous voyez, je complète un petit peu mon schéma, de fait. Et la poussée d'Archimède, on sait qu'elle dépend du volume immergé.
Donc, il va peut-être être intéressant de juste définir une grandeur ici que j'appelle le volume immergé. Voilà, là, voilà. Mon symbole était trop long, donc Vim, ce sera mieux. Voilà. Eh bien, on va exprimer la poussée d'Archimède, et puis on va voir si on peut écrire des choses avec ça. Il y a quelque chose d'autre qu'il faut remarquer, c'est que, toujours, on est dans l'analyse, donc on va toujours analyser un petit peu. Finalement, ici, je vais appeler quelque chose qui peut être intéressant, c'est le volume d'eau liquide initial. L'eau liquide qui était initialement, que j'ai colorié en bleu, là, bah, je peux la colorier aussi, je peux imaginer qu'elle se retrouve ici après. D'accord? C'est-à-dire que je vais appeler ce volume-là V. Le volume V, c'est le volume de l'eau liquide initialement. Et ce même volume d'eau liquide, je le redessine là. Bien sûr, le volume final est supérieur à V, puisqu'il y a par-dessus le volume du glaçon qui a fondu. Donc je peux mettre volume du glaçon fondu. Alors le volume du glaçon fondu n'est pas forcément le même, et n'est pas le même, que le volume du glaçon de départ, puisque le glaçon au départ était sous forme glace, et une fois qu'il est fondu, il est sous forme d'eau. Et comme ils n'ont pas la même masse volumique, ils n'occupent pas le même volume. Donc le volume du glaçon fondu, ce n'est pas le volume de glaçon de départ. Ce n'est pas non plus a priori le volume immergé, enfin en tout cas, j'en suis pas certain. Il n'y a pas de raison a priori que ce soit le même de manière directe, comme ça on ne sait pas. Donc, je pense que j'ai posé tout ce que je voulais. Donc là, vous voyez, on a un petit peu analysé le problème. Et on va y aller, on va écrire un petit peu les choses. Alors, exprimons la poussée d'Archimède et voyons ce qui sort de ça. Alors, donc ça, c'est la phase de réalisation. Eh bien, la poussée d'Archimède, on sait que c'est moins le poids du fluide déplacé. Ça, c'est ce qu'il faut retenir comme formule. Alors, c'est quoi le fluide déplacé? C'est, vous voyez, vous avez un glaçon. Quand vous avez mis le glaçon dans l'eau, il a déplacé l'eau qui était ici. Puisqu'avant, il y avait de l'eau ici. Donc, quand vous avez plongé le glaçon, il a déplacé toute l'eau qui était ici. Et cette eau qui était déplacée, elle avait un certain poids qui correspondait à la masse hachurée. Donc, moins la masse de l'eau qui était dans la partie hachurée. Donc, la masse de fluide déplacé fois G. Et la masse de fluide déplacé, c'est quoi? C'est la masse volumique du fluide déplacé qui était de l'eau liquide, donc ρL, fois le volume déplacé qui est Vim, fois G. Voilà. Ça, c'est la poussée d'Archimède. Mais on sait que le glaçon est en équilibre. Donc, nous exprimons la poussée d'Archimède et puis nous allons appliquer le principe fondamental de la statique ou la seconde loi de Newton à l'équilibre, peu importe. C'est la même chose. Donc, appliquons la seconde loi de Newton sur le système glaçon. Donc là, je suis dans j'étudie la situation de gauche pour l'instant. Système glaçon, j'applique la seconde loi de Newton et j'ai le poids du glaçon plus la poussée d'Archimède égale 0 puisque le glaçon est à l'équilibre. Donc le poids, lui, étant vers le bas. Alors, le poids du glaçon, c'est égal à la masse du glaçon fois G. J'avais appelé mg la masse du glaçon au-dessus. Et moins ρL Vim G que je viens d'exprimer. Et ça, c'est égal à 0. Et donc, de ça, j'en déduis que la masse de glaçon est égale à ρL Vim. Voilà, donc une première relation qui peut être intéressante et que je garde. Alors ça, pour l'instant, ça ne me donne pas l'information sur la hauteur initiale, la hauteur finale, mais bon, on va essayer d'avancer un petit peu. Donc maintenant, on va essayer de relier la hauteur initiale et la hauteur finale. Alors, finalement, la hauteur initiale, c'est le volume initial, V plus Vim divisé par S. Donc ça, je vais l'écrire. Alors, je peux refaire le schéma ici pour qu'on s'en convainque. Donc là, j'ai le glaçon qui est au-dessus, comme ça. Donc ici, j'ai le volume Vim, ce que j'avais appelé Vim. Et le reste du volume d'eau, c'est V. Donc le volume total qui correspond à HI, c'est V plus Vim sur
S. S étant la section. Maintenant, l'état final. Donc ça, voilà, ça c'est l'état initial qui permettait de dire ça. L'état final, on a vu, on avait séparé en deux. Donc V en bas et V du glaçon fondu. Donc là, on avait V du glaçon fondu que j'appelle VGF et ici, le même V que précédent. Et ça avait une hauteur HF. Et bien, on voit que de ça, HF égale V plus V du glaçon fondu sur S. Bon. Ça, c'est intéressant, mais je ne vois pas encore de relation entre HI et HF qui soit simple. Alors, il faudrait exprimer, la dernière chose qu'on n'a pas faite, c'est exprimer le volume du glaçon fondu. Alors, le glaçon fondu, c'est de l'eau liquide. Si c'est de l'eau liquide, ça a donc la masse volume. Le volume du glaçon fondu fois la masse volumique de l'eau liquide, ça doit donner la masse du glaçon fondu. Mais la masse du glaçon fondu, c'est la masse du glaçon. Puisque il y a conservation de la masse du glaçon entre avant la fonte et après la fonte. Le glaçon, l'eau qui est dans le glaçon, elle change de volume lorsqu'elle fond. Par contre, sa masse ne change pas. Il y a conservation de la masse. Et donc je m'aperçois que la masse du glaçon est égale au volume du glaçon fondu fois ρL. Mais regardez. La masse du glaçon est égale à la masse volumique de l'eau liquide fois le volume du glaçon fondu. Mais la masse du glaçon ici, elle est égale à la masse volumique liquide fois le volume immergé. Si vous comparez ces deux expressions, vous vous apercevez immédiatement que volume immergé égale volume du glaçon fondu. Autrement dit, HI égale HF. Et là, on obtient le résultat essentiel de cette résolution de problème, c'est que si vous prenez un verre d'eau, vous mettez un glaçon dedans, vous mesurez la hauteur d'eau dans le verre juste après avoir mis le glaçon. Puis vous attendez que le glaçon fonde, et bien vous allez vous apercevoir qu'à l'état final, une fois que le glaçon aura fondu, le niveau d'eau dans le verre sera le même qu'initialement. Autrement dit, ici, la hauteur initiale est égale à la hauteur finale. Donc la fonte d'un glaçon qui flotte sur l'eau ne change pas la hauteur d'eau dans le récipient. Donc ça ne peut pas être la fonte de la banquise. Vous voyez, la banquise qui, grosso modo, correspond à des glaçons qu'ils ont sur l'eau. Ça ne peut pas être la fonte de la banquise qui est responsable de l'élévation du niveau des mers. C'est donc la fonte de glace, mais qui n'était pas, qui ne flottait pas sur l'eau, donc la glace qui est par exemple sur la Terre, donc notamment les glaciers. Donc par contre, les glaciers qui sont sur Terre, quand ils fondent, vont arriver dans l'océan. Il y a de l'eau qui va arriver dans l'océan, ça va faire augmenter le niveau de la mer, et c'est aussi la dilatation de l'eau. Donc validation, oui, c'est cohérent, puisque c'est ce qu'on avait vu, donc n'oubliez pas la dernière étape, est-ce que notre résultat est cohérent? Alors il est peut-être un peu étonnant, mais il est cohérent, puisque quand on avait étudié le rapport du GIEC ici, alors le GIEC c'est le groupe d'experts, groupe intergouvernemental des experts du climat, un truc qui ressemble à ça, donc c'est un ensemble de personnes qui font donc experts du climat et qui non, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Voilà. Et ce sont des gens qui étudient toute la recherche scientifique qui se fait sur le climat et qui en font un rapport pour les gouvernants, notamment pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Et donc quand on voit un petit peu ce qu'ils analysaient, on voyait bien que dans les contributions à l'augmentation du niveau de la mer, la fonte de la banquise n'apparaissait pas. Donc, a priori, voilà ce qu'on a démontré. Voilà comment se termine cet exercice. Donc, juste pour conclure, je voudrais juste dire je ne suis pas du tout expert du climat. Hein, donc l'idée c'était ici avant tout de résoudre un exercice de CCINP avec les billes qui sont dans le programme de classe préparatoire. Et c'est pourquoi les documents que je vous ai proposés, à chaque fois j'ai bien mis la source, pour que chacun puisse aller vérifier et les informations données. Voilà, les sujets climatiques sont des sujets extrêmement compliqués. C'est pour ça qu'il y a énormément d'experts sur le sujet. Ici, on a vraiment limité notre étude à niveau Bac+1, Bac+2. Voilà, et bien, on traitera d'autres résolutions de problèmes dans de prochaines vidéos.